Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée au chapitre 6 du programme d'histoire de 3e, Indépendance et construction de nouveaux États. Donc en 1945, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la situation est la suivante. La plupart des pays européens disposent de colonies, c'est-à-dire de territoires étrangers qu'ils occupent et dominent, et ce, en général, depuis le 19e siècle, époque à laquelle a eu lieu une véritable course aux colonies entre les différents États européens. En effet, à l'époque, les pays européens, se considérant comme supérieurs aux peuples d'Afrique et d'Asie, dominent de nouveaux territoires militairement afin de créer un débouché pour leurs marchandises, d'en apprendre les ressources et d'y développer des bases stratégiques pour la domination du monde. Donc c'est à la fois une affaire économique, financière et politique pour ces pays européens. Donc en 1945, la plupart des pays européens disposent de colonies. Alors le Danemark contrôle, comme aujourd'hui encore d'ailleurs, le Groenland. L'Italie a hérité de ses colonies de Libye, d'Érythrée et de Somalie en Afrique. Les Espagnols contrôlent toujours le Maroc, la partie du Sahara occidental au sud du Maroc. Les Portugais sont bien implantés en Afrique avec leurs colonies de l'Angola, du Mozambique, ainsi que la Guinée-Bissau, le Cap-Vert et les îles qu'ils possèdent toujours aujourd'hui à Madère et aux Açores. Les Belges contrôlent notamment le Congo. Et les Néerlandais sont implantés dans les Indes néerlandaises, l'Indonésie d'aujourd'hui. Cependant, les deux plus grands empires coloniaux, et de loin, sont ceux de la France d'une part, qui contrôle une part importante de l'Afrique, avec l'Afrique du Nord française, les protectorats du Maroc, de la Tunisie, les départements français d'Algérie, l'Afrique occidentale française, avec des pays comme le Mali, le Sénégal d'aujourd'hui, l'Afrique équatoriale française, et la très riche colonie d'Indochine, à laquelle il faut ajouter Madagascar. Enfin, les Britanniques possèdent le plus vaste empire colonial, avec des possessions importantes en Afrique, comme le Nigeria, le Soudan, des territoires sous influence et protectorat britannique en Arabie, comme le sultanat d'Oman, et surtout le joyau de l'empire des Indes, qui comprend tous les pays de la péninsule indienne d'aujourd'hui, comme l'Inde et le Pakistan, mais aussi la Birmanie. Donc, d'immenses empires coloniaux hérités du 19e siècle. Cependant, la situation est en train de changer radicalement. Le contexte a changé depuis le 19e siècle, âge d'or de la période coloniale. En effet, les pays européens ont subi les conséquences de la Seconde Guerre mondiale et les anciennes puissances se retrouvent affaiblies, à la fois économiquement, militairement et en termes de prestige. Donc, les peuples colonisés se rendent compte que leurs anciennes puissances dominantes ne sont pas aussi puissantes qu'auparavant. D'autre part, les nouvelles puissances dominantes dans le monde bipolaire de la guerre froide, à la fois les États-Unis et l'URSS, sont toutes les deux idéologiquement opposées à la domination coloniale. Au nom de l'internationalisme socialiste, les soviétiques poussent les mouvements d'indépendance en leur fournissant soutien, armes et appui diplomatique. Les États-Unis, eux, s'opposent à l'indépendance au nom de la liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes et des principes démocratiques. Aussi font-ils pression sur leurs alliés d'Europe de l'Ouest pour les inciter à donner l'indépendance à leurs anciennes colonies. Enfin, la création d'un nouveau lieu de rencontre diplomatique entre les États du monde entier, l'ONU, dont le siège est à New York, proclame cette liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes dans ses premiers articles et est un lieu une tribune pour les peuples qui souhaitent se décoloniser. Donc les différents membres de l'ONU, les pays nouvellement indépendants, interviennent à l'ONU afin de soutenir l'indépendantisme dans les pays qui sont encore colonisés et afin de demander des sanctions contre les puissances coloniales qui s'accrochent à leurs colonies. Donc dans ce nouveau contexte, eh bien, la décolonisation prend place. Donc dès 1945, les premières colonies obtiennent leur indépendance. Donc c'est notamment le cas en 1947 de l'ancien empire des Indes britannique qui donne lieu à l'indépendance à la fois de la Birmanie, mais aussi de l'Inde, du Pakistan, du Sri Lanka, etc. On observe une seconde vague de décolonisation entre 1956 et 1965 qui voit la plupart des anciennes colonies accéder à l'indépendance. Alors ces indépendances peuvent soit être le fruit de négociations,
comme l'Inde ou l'Afrique occidentale et équatoriale française, qui accèdent à l'indépendance avec l'accord de leur ancienne puissance colonisatrice, soit par des guerres d'indépendance lorsque l'ancienne puissance coloniale refuse d'accorder son autonomie à l'ancienne colonie. Donc c'est le cas notamment pour ce qui concerne la Grande-Bretagne du Kenya, où l'ancien colonisateur réprime les mouvements indépendantistes. Pour la France, il y a deux guerres coloniales marquantes à cette époque. La guerre d'Indochine, donc notamment contre les volontés d'indépendance du Vietnam, qui aboutit en 1954, après la défaite de Dien Bien Phu, à l'indépendance de l'Indochine, qui forme trois pays, le Vietnam, le Cambodge et le Laos. Et surtout pour la France, la guerre d'Algérie de 1954 à 1962, ce qu'on appelle alors les événements, qu'on refuse de qualifier de guerre au niveau du gouvernement français, est en fait une véritable guerre d'indépendance qui est menée par le Front de Libération Nationale, qui aboutit en 1962 aux accords d'Évian qui accordent à l'Algérie son indépendance. Enfin, les toutes dernières indépendances qui interviennent après 1966 concernent notamment les colonies portugaises, donc l'Angola, la Namibie et le Mozambique, qui sont le lieu d'une guerre sanglante entre la dictature portugaise de Salazar et les indépendantistes locaux, notamment soutenus par l'URSS. Donc cette guerre prend fin en 1974, lorsque la dictature au Portugal est renversée par la révolution des œillets, la démocratie s'installe au Portugal, et la nouvelle démocratie négocie l'indépendance de ses anciennes colonies. Donc en 1974, c'est la fin de la période coloniale avec l'indépendance des dernières colonies.